trouve que quand tu te fermes à faire confiance, tu perds en courage. Savoir garder l'attention, c'est savoir aussi mettre les autres en valeur et en lumière. Entre un BFM, un combiné, un brut, il n'y a pas de choses qui changent, mis à part qu'ils exercent online, c'est vrai. La notion de courage est souvent reliée à la notion de confiance. Alex Hormozy disait une phrase très juste: si tu gagnes 50 000 balles par an, ça te coûte 950 000 euros par an de ne pas gagner 1 million par an. Moi, ce sens des responsabilités aujourd'hui, je le vois un petit peu comme une dette que j'ai envers mes proches, envers mes parents, tu vois, une dette émotionnelle. Un entrepreneur, c'est un parachutiste, tu vois, mais qui saute et qui construit son parachute dans la descente, tu vois. Un leader, c'est quelqu'un aussi qui sait laisser les autres leader. Yes les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Zero to Hero et aujourd'hui je suis en compagnie de Jo. Vous allez commencer à le voir, ça va faire la deuxième fois. Vous allez le voir encore souvent, c'est mon bras droit et aujourd'hui on se retrouve pour un format discussion, quoi, tout simplement. On va parler, vu qu'on aime bien parler, on va... Discussion. Et ouais, de retour à Dubaï. Hein. retour. Le premier, on l'avait fait à Bali, la première série. Là, en plus, ça tombe plutôt bien. On est en train de le tourner au moment où on est en train de diffuser les premiers, hein, parce que on a un petit peu d'avance sur les quelques prochains podcasts qui vont sortir. Carrément, on commence à bien connaître ce studio d'ailleurs. Exactement, c'est le 4e podcast qu'on tourne ici. Ouais. Avant notre setup, on a déjà pu voir l'endroit où on va tourner les prochains, Ouais. la disposition, etc. Ce sera très sympathique tout autant. Et cette fois-ci, ce sera le nôtre. C'est encore mieux. C'est la meilleure des choses. Ok. On a eu des invités sympathiques. Ah oui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, des super conversations. Là, la stratégie va plus ou moins se dérouler assez rapidement, donc les gens vont avoir l'occasion de voir ça. Là, c'est du coup le 7e podcast qui a été tourné. Ouais. Donc en vrai, déjà, une belle avancée. On commence à avoir... On a fait du chemin. On a fait du chemin. On commence à avoir de la bouteille dans le game, comme on dit. Ça. Donc c'est top. Mais ouais, quel est ton ressenti un peu sur ces quelques jours à Dubaï, maintenant qu'on est revenu de Bali, etc., pour faire une petite update aux gens qui avaient regardé le premier podcast? Bah écoute, plutôt cool. On a signé l'appartement, donc ça c'est cool. L'appartement il a fini d'être meublé, donc là on va pouvoir cette fois-ci arrêter de spend dans des Airbnb. Donc ça c'est une bonne chose. On a un bel appart dans lequel on va pouvoir installer enfin notre studio. Ouais. Et puis enchaîner cette année 2023 comme il se doit. Hein. Voilà, et puis là, ça va faire du bien de rentrer 2 semaines en France pour la famille, pour ma part. Je rentre en Suisse. Ouais. Et puis revenir début avril jusqu'à fin mai, parce qu'après, on va éviter de se faire cramer par le soleil, quoi. Ouais. Et puis voilà, donc petit été en Europe. Et puis là, il nous reste 3 mois ici. On va pouvoir faire des beaux podcasts avec de beaux invités aussi sur les 3 prochains mois, donc ça c'est cool. Ouais. Et voilà. On a déjà une belle liste de prévus. Donc là, tu rentres en France tout prochainement, là, dans 2 jours. Dans 2 jours. Alors, nous, c'est vrai qu'on est un petit peu logé dans le Tour d'Ivoire. Hein. On est parti dans l'Est asiatique. Maintenant, on est dans le Moyen-Orient. Ouais. Je sais pas si tu as regardé un peu les news récemment sur ce qui se passait. En France ? Ouais. Ouais, j'ai eu mon père hier au téléphone. Il m'a parlé un peu de ce qui se passait. C'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux. Ouais. C'est pas fameux. Et c'est vrai que nous, on regarde un peu ça de loin, parce que du coup, on n'y est pas. Ouais. Là où, au contraire, avant, on était vraiment très présent. Donc, en vrai, tu vois, tu te rends compte un petit peu des choses, tu sais un petit peu où est-ce que les choses en ont. Mais là, globalement, mis à part regarder Twitter et puis regarder un peu quelques news à gauche, à droite, même si, je vous avouerai... Déjà, quelle est ta relation avec les news, tu vois? C'est ça. Est-ce que tu regardes souvent l'actualité, toi, moi, de ton côté? les news, moi, je considère... Alors déjà, j'ai arrêté, je regarde aucune chaîne d'infos, littéralement. Je pars du principe que s'il y a une news qui est très importante, elle arrivera à mes oreilles, tu vois. Ça, c'est vraiment un postulat que je m'impose. Après, étant donné que je suis un peu sur les réseaux sociaux, je vois les trucs qui sont repostés, notamment les fameux rats qui se baladent apparemment à Paris. Donc là, ils sont passés de sous terre à sur terre maintenant. Les manifs des retraites, tous ces trucs-là, je suis un peu au courant. Après, je t'avoue, j'ai quand même pas mal de distance avec ça, étant donné que tu vois, on est quand même la majorité de notre temps à Dubaï. Donc, et puis, c'est pas forcément ces informations donc, de toute façon qui arrivent à mes oreilles, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de mes proches. Mais si tu veux, je vais pas chercher à me nourrir de ces informations-là quotidiennement. Tu vois, ça m'importe peu d'être au courant de ce genre de choses.
Étant donné que ça ne me concerne pas directement et que ça concerne pas forcément mes proches, tu vois. C'est comme ça, tu vois, mes parents sont à la retraite. Donc, bon, voilà. Mais, On entend souvent dire que c'est important d'être au courant, c'est important de lire l'actualité, c'est important de savoir un peu ce qui se passe, non seulement dans la zone géographique où tu es, mais également dans le monde entier, tu vois. Toi, quelle importance est-ce que tu donnes à ces informations-là et qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, je dirais que c'est important de connaître la situation de ton pays de manière globale, mais si tu veux, comme je t'ai dit, moi, les informations, l'actualité, tu vois, la négativité, parce qu'en réalité, c'est qu'il y a c'est que des mauvaises nouvelles, tu vois. Il y a eu la défaite de Cyril Gane, qui fait un peu chier, je t'avoue, je l'ai eu mauvaise, voilà, qu'on a vu à Bali, ça m'a sacrément emmerdé. Et ensuite, ce genre de nouvelles où les gens descendent dans la rue, manifestent, etc. C'est des choses, encore une fois, sont négatives. Et oui, je fais en sorte d'être au courant, mais ça s'arrête là. Je ne vais pas chercher à devenir expert du sujet, quoi. Je fais en sorte de me nourrir vraiment de choses qui sont constructives et qui vont m'aider à avancer dans mes objectifs. Euh, voilà, quoi, mais pas plus que ça, quoi. Une fois que je sais, je ne vais pas forcément creuser le sujet. Le pourquoi de cette situation, on le connaît en fait. Ça fait des années. Moi, je me pose toujours une question, c'est concrètement, quelle est l'utilité à titre individuel, si tu veux, d'être au courant de toutes ces choses-là, finalement? D'être au courant de choses qui n'ont pas d'impact Ouais. réel sur ta vie au quotidien, tu vois. Mm. On va prendre un autre exemple, l'Ukraine et la Russie. Moi, personnellement, je suis ni ukrainien ni russe, et ça se passe un petit peu loin. Alors oui, c'est important de savoir qu'il y a ce genre de choses qui se passent. Certains peuvent avoir des avis dessus, etc. Mais je pars du principe qu'en fait, ne connaissant ni personne qui soit ukrainien ni russe, ou bien n'ayant pas ce type de conversation avec ces gens-là, bah, en réalité, tu sauras jamais réellement ce qui se passe sur place, tu vois. Bah non. Ouais. Mis à part qu'on te lance un coup de fil et que tu puisses discuter avec les gens sur place, et que finalement, ingurgiter l'information qui a déjà été modifiée, retransmise, intégrée par ces journaux-là, je pense pas que ce soit une réelle utilité et que ça fasse également du bien, tu vois. Ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de la peur. On se rappelle, pendant la période du Covid, les gens étaient cloîtronnés chez eux, tu vois, à écouter les JT, et puis, tu vois, il y a un sentiment de peur qui s'installe. Ouais, carrément. Et de toute façon, comme tu l'as si bien dit, je pense qu'à partir du moment où tu n'as pas le contrôle sur les choses, je pense pas que c'est utile d'y mettre ton attention, tu vois. Forcément, tu vois, je pense que c'est pas... Étant donné, déjà, on se concentre déjà trop sur l'extérieur, tu vois, sur des choses qu'on contrôle pas. Donc c'est déjà un travail de se recentrer, on va dire, sur ces zones de contrôle pour améliorer sa vie. Alors si en plus tu accordes de l'attention à ce genre d'événement, mis à part avoir de la matière, on va dire, à table pour meubler des repas de famille un peu inconsistants, je sais pas à quoi ça sert, quoi. Mais est-ce que finalement, les gens, dans la globalité, si tu veux, ne sont pas au courant, enfin, ne regardent que ces infos-là pour avoir des sujets de conversation, se rallier à une cause, Ouais. et non pas réellement pour se créer un propre avis et réellement être au courant? Si on prend des exemples tout bêtes, tu vois, si on reprend l'exemple de quelque chose qui commence avec le C et qui finit par 19, globalement, en fait, les gens se sont mis soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, ils ont écouté l'information, oui, mais du coup, il faut vraiment se protéger un maximum, il faut être vax, etc. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui disaient qu'il y avait des puces, si tu veux, dans le vax. Ouais. Et globalement, en fait, il y avait un petit peu ces deux clans qui se sont créés à gauche et à droite, ou à droite et à gauche, peu importe, c'était même pas politisé tant que ça. Et donc, chacun s'est rallié à une forme d'opinion, tu vois, sans réellement construire leur propre opinion sur la base de faits, sur la base d'informations qu'ils auraient pu voir. Et finalement, est-ce que c'est pas juste pour faire un peu l'intéressant, entre guillemets, ou être dans cette logique de, bon, bah voilà, on a un sujet de conversation et c'est important d'en parler, et du coup, vu que j'ai entendu quelqu'un qui a de l'autorité me dire telle et telle opinion et prendre l'opinion de quelqu'un d'autre, finalement, bah, je peux créer la mienne et donc avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce serait pas un peu ça, quand même? Ouais, non, mais c'est ça, je pense que les gens, en fait, c'est plus se dire, voilà, je suis au courant, je regarde BFM, je suis au courant des news de ce qui se passe dans mon pays. Mais en fait, c'est plus pour se dire qu'ils veulent être au courant. Encore une fois, on en revient au regard des autres. C'est plus pour, lorsqu'il y a des sujets, des interactions sociales, dire, je suis au courant. Moi aussi, si tu veux, je lis les news et je sais ce qui se passe.
plutôt que pour se forger une conviction personnelle, parce qu'on le regarde, on le voit, c'est les gens, il y a deux points de vue divergents. Il y a le point de vue des gens qui disent que oui, c'est vrai, il faut porter le masque, c'est ça la cause, c'est pour ça il faut se protéger. Et puis les autres qui ont un point qu'on appelle les gens que, en fait, les gens qui ont du libre arbitre sont qualifiés de complotistes. Et donc, en fait, il y a un clan, mais il y a très peu de gens qui font la démarche de prise d'informations personnelles, tu vois, pour nourrir, pour nourrir leur croyance et se forger, on va dire, une opinion qui les appartient. Oui, donc je pense que tout ça en fait, c'est assez stérile parce que de toute façon, on en revient au même. En fait, on s'en fout qui a raison, quoi. C'est toi, à titre individuel, où est-ce que tu en es, où en est ton niveau de liberté, comment tu te positionnes par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce que tu subis ce qui est en train de se passer, ou est-ce que justement ce qui se passe ne te touche pas puisque tu as mis en place des actions à titre individuel qui te permettent de conserver ta liberté et ton champ d'action intact, quoi. Moi, j'ai quand même l'impression, on est dans une génération où, surtout les plus jeunes, tu vois, la trentaine, la vingtaine, etc., ont tendance parfois à tacler, à raison ou à tort d'ailleurs, les médias de masse, ou du moins les médias plus traditionnels, journaux, télévision, radio, etc. Même si ces médias-là ont même switché un peu sur Internet, mais ont moins de succès que par exemple des médias purement web, tu vois. Mais est-ce qu'on a toujours raison finalement de les tacler sans cesse, nous, génération Internet, qui allons chercher l'information, soit par l'intermédiaire de YouTube, Twitter, d'autres médias très connus. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent avec la génération de nos parents, tu vois, pré-boomers et boomers. C'est que ces gens-là, ils forgent leurs convictions et leurs croyances sur la télé, sur ce que les médias télévisés diffusent. Or, les médias télévisés diffusent de l'information dans le but de faire de l'audimat. Et l'audimat, de quelle manière tu fais de l'audimat? En abordant des angles négatifs, tu vois, de la chose, en amplifiant des situations, en mettant un peu d'édulcorant dans les situations. Donc en fait, la situation qui est initiale va être totalement transformée, totalement édulcorée, biaisée. Et de toute façon, l'information qu'aura le consommateur, donc celui qui visionne les médias, sera totalement différente de la réalité. Là où des personnes de notre génération s'éduquent via Internet, donc en fait, l'avantage, c'est que nous, on n'a pas accès à une seule source d'information, mais on a accès à plusieurs sources. Donc je pense que notre génération, quand même, a repris beaucoup plus de libre arbitre vis-à-vis de la manière de consommer l'information et de se forger des croyances. Tu vois. Je suis pas à 100% d'accord là-dessus. Ah ouais? Je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, Brut et Combini, qui sont devenus vraiment des médias extrêmement regardés, qui sont vraiment devenus extrêmement populaires, sont des médias qui sont politisés, ou du moins orientés politiquement. On a regardé encore hier un exemple où il faisait une espèce de mini docu-série, voilà, un short sur Oussama Hamar, tu vois, et puis on voit à charge. Alors, à charge, oui et non, parce que c'était pas une charge concrète. Néanmoins, si tu veux, ils mettent des billets, ils mettent voilà, le fait qu'il ait été repris par la justice à certains moments, le fait que certaines de ses aventures entrepreneuriales sont soldées par des échecs, sans forcément parler du bon ou mettre en avant des bons points. Donc en fait, ça vend pas. Voilà, exactement. On cite le côté négatif, donc en fait, il rentre aussi dans cette logique sensationnelle. Ouais. Exactement. Et tu vois, pour aller chercher le l'audimat, pour aller chercher du clic, etc. Et finalement, ces sources d'information-là ne sont pas... Enfin, c'est pas comme s'ils croisaient les sources, tu vois. C'est une source d'information unique, très populaire, qui est regardée par une majorité de la population. Et en vrai, c'est un média qui a mainstream en ligne. Donc en fait, entre un BFM, même si la ligne édito est un peu différente, mais entre un BFM, un Combini et un Brut, il n'y a pas de choses qui changent, mis à part qu'ils exercent online, c'est vrai. Il y a des médias mainstream qui sont en ligne, qui ont la même puissance ou voire une puissance supplémentaire par rapport aux médias télévisés. C'est sûr, mais bon, c'est clair que si tu vas chercher les infos sur Combini ou sur Brut, c'est pas là qu'il faut. Si tu vas aller chercher, on va dire, la vraie information, la source, c'est pas là-dessus qu'il faut y aller, c'est évident. Il y a un travail de sélection à faire même en ligne. Même, je pense, qui est plus important, étant donné qu'en ligne, il y a une multitude de possibilités. Ouais. Je pense.
Est-ce que finalement, ça viendrait pas du fait aussi que notre regard sur la situation est un petit peu, je dirais, déconnecté de la réalité de la majorité des gens, tu vois? On parlait de la dernière fois de la notion de la rat race, mettre au boulot dodo, etc. On a fait pas mal de réels là-dessus. Mais notre regard sur la situation et le fait de se dire, bon, bah voilà, pour réussir, on sait qu'il y a plusieurs façons de faire, et donc on va croiser les sources, on va croiser les coachings, on va croiser les sources d'enseignement, et donc on applique cette même logique finalement à la façon dont on a de s'informer, si on s'informe et qu'on donne de l'importance à s'informer. Mais finalement, est-ce que la plupart des gens, eux, ils aiment juste pas faire confiance à quelqu'un? Donc se dire, bon bah voilà, cette personne-là, elle a de l'autorité, cette personne-là, si. elle a l'information, et donc Ouais. je vais lui faire confiance, parce que si je peux pas faire confiance à ces sources d'information, bah... À qui je fais confiance? Exactement. Bah ouais, mais il y a un effort intellectuel supplémentaire à faire si tu décides d'aller chercher, d'aller creuser l'information. Et ces gens sont pas forcément prêts à faire cet effort intellectuel. C'est plus facile de déléguer, on va dire, l'apprentissage. C'est plus facile de déléguer l'information, la prise d'information à une entité qui fait foi d'autorité, tu vois, un BFM, à un média. Tu vois, c'est plus facile de se dire, bah si c'est vrai parce que BFM l'a dit, tu vois. C'est plus facile, et pour le cerveau, le cerveau est feignant par nature, donc c'est plus facile de dire bah c'est vrai parce que je l'ai vu ici, que de dire ah je sais pas, il y a je préfère inclure de la nuance, je vais faire mes propres recherches. C'est une minorité de gens en réalité qui font ça. Dans une de ses vidéos, Idriss Aberkan parlait de quelque chose d'assez intéressant, que je trouve. C'est la notion qu'on devrait en tout cas, de façon inconsciente, avoir confiance aux États et avoir confiance à ce que les médias étatiques, par exemple les France 2, etc., nous disent. Et que dès le moment où on perd la confiance de ces médias-là, et qu'on considère que finalement il y a eu une forme de mensonge, il y a eu une forme de tromperie dans la façon dont le message a été délivré, que finalement, si on ne peut plus avoir confiance aux États, et on va reprendre l'exemple du C-19, tu vois, si on ne peut plus avoir confiance aux États, finalement, la plupart des gens se sentent un petit peu perdus, tu vois, dans le sens où ça paraît tellement fou de se dire que ces États-là, pour des choses aussi grandes et aussi importantes, nous mentent. L'erreur, c'est que en fait, les gens accordent une trop grosse confiance à l'État. Et justement, on est peut-être dans une ère de re-responsabilisation individuelle, que les gens doivent prendre conscience et de se dire, OK, en fait, l'État nous a montré ces dernières années à maintes et maintes reprises qu'ils étaient défaillants sur plein de sujets, plein d'aspects, et que ça démontre qu'on ne peut pas, qu'on accorde peut-être une trop grande importance, une trop grande confiance à cette entité qui n'utilise pas à bon escient cette confiance-là. Et donc, c'est pour moi un signal, tu vois, une alerte pour se dire, OK, étant donné que on leur accorde peut-être une trop grosse importance, une trop grosse confiance, il est peut-être temps de se recentrer, de se re-responsabiliser, de reprendre en main notre vie, tu vois, et arrêter peut-être de compter sur le gouvernement et sur le système. Au contraire, je pense que euh, dans chaque situation, tu peux trouver une opportunité, tu vois. Qu'elle soit négative ou positive, il y a forcément quelque chose à en tirer. Pour moi, la leçon, elle est là. C'est l'ère de re-responsabilisation individuelle. Mais est-ce qu'on n'a pas un biais quand même énorme, tu vois, du fait que on soit par exemple dans ce cadre-là à Dubaï, tu vois, qu'on puisse pratiquement quotidiennement discuter avec des gens qui ont un mode de vie assez différent de la grande majorité des gens, tu vois. Moi, je fais toujours le comparatif entre ma vie en tant que salarié et puis les gens que je côtoyais à ce moment-là, Ouais. et puis ma vie maintenant. Est-ce qu'on n'a pas un biais gigantesque, tu vois, de se dire, bon, bah voilà, étant donné qu'on est entouré que de gens qui ont décidé de se responsabiliser, qui ont décidé d'acquérir davantage de liberté, tant financière, temporelle, Ouais. géographique, est-ce que finalement on n'a pas un biais en se disant, bah voilà, ça a l'air facile pour nous, ça a Non, l'air logique, non, que mais sans finalement... penser que c'est facile. Sans penser que c'est facile. Et je pense ça. Alors, que ça soit sous le biais que ce soit sous la forme d'un biais ou pas. Moi, je reste convaincu qu'il faut se re-responsabiliser, redévelopper peut-être une émancipation intellectuelle, financière. Euh, je suis convaincu de ça parce que les gens qui vivront libres, heureux, épanouis dans notre ère, ce sont les personnes qui entreprendront cette démarche de responsabilisation. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non. Pourquoi il y a peu de personnes en réalité qui y arrivent? Parce que ça demande énormément de charge mentale. C'est beaucoup plus facile de se lever le matin, de prendre sa voiture, d'aller au boulot et de rentrer chez soi. Il y a plus... Non, mais quand tu es dans notre situation, tu te lèves le matin, tu dois penser faire ton administratif, tu dois penser
à ta compta, tu dois penser au renouvellement de ta boîte, tu dois penser, tu as ton équipe qui t'appelle pour te dire qu'il y a tel problème dans la société. Donc en réalité, tu as une multitude de problèmes qui viennent à toi et il y a peu de personnes qui sont prêtes à accepter cette situation. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu d'élus, tu vois. Donc ça reste quand même une situation qui, à long terme, a beaucoup plus d'avantages selon moi, selon mon prisme. Mais c'est pas facile, tu vois, d'y arriver, de se responsabiliser. Au contraire, ça demande de l'effort. Et ça vient avec son lot de sacrifices et de choix également. Oui, tout à fait. Forcément, quand tu n'as pas nécessairement envie de rester en France, parce que ça peut être peu stimulant, il y a peu d'opportunités de rencontres à certains endroits, mis à part si tu habites à Paris, etc. Mais finalement, voilà, moi j'ai envie de passer du temps avec ma famille, moi j'ai envie de passer du temps avec mes proches, me concentrer que voilà, je finis le boulot à 16h, 17h, 18h, et que derrière je puisse retrouver mes proches, je puisse faire ma petite vie, je puisse, je sais pas, jouer à la console, etc. Enfin, vivre ce mode de vie un peu plus simple finalement, avec beaucoup moins de charge mentale. C'est un choix. C'est un choix. Mais est-ce que finalement, ce choix-là, pour la majorité des personnes, c'est pas le meilleur des choix? Et que finalement, notre biais nous fait dire que voilà. Mais ça veut dire quoi, meilleur? C'est meilleur selon toi? Meilleur selon le mode de vie qu'ils ont envie de vivre. Ça veut dire, c'est cette notion de vivre une vie plus simple, avec peu de charge mentale, où ils ont relativement peu d'inquiétudes. Alors oui, il y a les inquiétudes systémiques, financières, mais tu vois, globalement, si tu gagnes 2, 3, 4 000 euros par mois, que globalement, ton travail te dérange. Je crois sincèrement qu'avec 2 000 euros par mois, là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu peux vivre correctement? Non. Mais nous, encore une fois, on a peut-être un billet de se dire qu'on a envie d'avoir un lifestyle exubérant, tu vois, on a envie de faire plein de choses, voyager à gauche à droite, pouvoir manger dans des restaurants tout le temps. Ouais. Et moi, je connais des gens qui vivent une vie très simple et qui apprécient ça, tu vois, et qui ont toujours été habitués à ça. Je pense que c'est aussi une question d'habitude, tu vois, mais qui sont habitués à vivre une vie très simple, qui vont relativement peu au restaurant. Mais il y a une différence entre vouloir vivre une vie très simple et vouloir vivre une vie dénuée de toute responsabilité. Parce que pour moi, si tu fuis à outrance les responsabilités, de toute façon, elles te rattraperont un jour ou l'autre et ça te fera très mal. Il y a une différence entre vouloir vivre une vie simple et fuir ses responsabilités, tu vois. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est vrai que cette notion de responsabilité est aussi importante. La responsabilité individuelle et la responsabilité collective, de se dire que un individu non seulement doit être responsable pour lui-même, parce que s'il n'est pas responsable pour lui-même, alors là, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Là, je pense que c'est source de malheur, c'est source de problématiques. Et malheureusement, dans chaque famille, on peut connaître une ou plusieurs personnes qui, malheureusement, n'arrivent pas à être 100% responsables pour elles-mêmes. Mais il y a aussi cette notion, un individu va prendre la responsabilité pour les autres. Ouais. Et c'est finalement un peu le rôle de l'entrepreneur aussi. C'est quelqu'un qui, en plus de prendre sa responsabilité individuelle de gérer sa boîte, créer des revenus pour lui-même, va également finalement donner des rôles à des gens, confier des responsabilités à d'autres gens et faire en sorte de les faire vivre concrètement. Tu vois. Comment est-ce qu'on gère cette responsabilité personnelle pour les autres finalement? Comment est-ce que ça se manifeste au quotidien, tu vois, cette prise de responsabilité? Je pense déjà cette prise de responsabilité, si je parle dans mon cas, tu vois, c'est cette volonté de vouloir vivre une vie qui soit exceptionnelle et vouloir offrir à mes proches une vie aussi exceptionnelle, tu vois. Moi, ce sens des responsabilités aujourd'hui, je le vois un petit peu comme une dette que j'ai envers mes proches, envers mes parents, tu vois, une dette émotionnelle de par en fait tout ce qu'ils ont fait pour moi, tout le soutien dont ils ont fait preuve, l'éducation, ce qui m'a forgé et ce qui m'a permis d'avoir les armes pour en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est aussi une volonté de vouloir redonner en termes de temps. Parce qu'en réalité, je peux pas leur consacrer énormément de temps aujourd'hui si je ne suis pas financièrement à l'aise. Donc pour leur consacrer du temps et de l'attention, il faut que je puisse développer une certaine aisance financière, pouvoir aussi leur faire vivre des expériences, des voyages, toutes ces choses-là. Ça, c'est ce qui m'anime. Et puis, je vais pas te mentir, ça vient en second plan. Y a aussi, c'est aussi vouloir aussi, comme j'ai dit, vivre une vie selon mes propres termes. Donc, c'est avant tout, tu vois, un pourquoi qui est égoïste, tu vois. Mais aussi vouloir redonner, on va dire, à mes proches, tu vois. Pour moi, en fait, ça a toujours été quelque chose de naturel. Je me suis jamais vraiment posé cette question. Je pense que
sais pas, tu vois, moi j'ai toujours, ça m'a jamais posé problème. J'ai toujours aimé porter sur mes épaules, tu vois, un petit peu le poids des autres. Avant euh, j'étais toujours la personne en fait qui cherchait à régler le problème de mes potes, tu vois. J'ai toujours été la personne qui aimait euh, prendre les problèmes des autres et m'approprier le problème des autres. Ça, j'ai rapidement fait en sorte de m'éloigner de ça. Lorsque j'ai compris stoïcisme, euh, que les problèmes des autres ne doivent pas devenir tes problèmes, tu vois, parce que je m'impliquais émotionnellement et personnellement dans les problèmes des autres. Ça c'est pas bon par contre. Et j'ai appris à l'utiliser sous des formes plus, euh, plus louables, tu vois, plus intéressantes, quoi, plus motrices. Voilà, après, voilà, quoi, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel. Je pense que ça dépend des individus, de leur éducation, de leur personnalité. Hein. Ouais, il y a un point je suis d'accord avec toi sur la notion de responsabilité et l'importance que ça comporte, mais finalement, la notion de responsabilité, c'est effectivement de faire le problème des autres les siens. Parce que la réalité, c'est que, en fait, quand tout va bien, on est responsable de Oui, personne, si tu veux. ouais, de mes parents alors, tu vois. Quand je dis mes proches, tu vois, c'est mes parents aujourd'hui. Parce que j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Ouais. Mais porter, oui. Quand j'ai le problème des autres, c'était des gens où j'accordais une importance modeste, tu vois, qui ne faisaient même pas partie de mon cercle numéro un de mon entourage, mais je cherchais à m'impliquer, tu vois. J'avais, lors de 14 ans, ma première expérience, par exemple, au commissariat, c'est parce que j'étais rentré dans une bagarre parce que mon meilleur pote de l'époque, sa copine était partie en classe verte et l'avait trompé. Et donc, il a dit ah, elle m'a trompé et tout. Ils reviennent de classe verte la semaine prochaine. Viens, on va aller voir et tout. Et puis, on était parti devant le collège et puis on s'était battu, quoi. Mais concrètement, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis impliqué dans des histoires qui n'étaient pas les miennes, tu vois. Et donc, ça m'a causé du tort. Mais pour mes parents, oui, ça revient à l'aspect de dette émotionnelle, tu vois, que j'ai envers eux, de vouloir les aider, tu vois. Donc oui, effectivement, ne pas s'approprier le problème des gens qui ne sont pas importants pour toi, mais s'approprier les problèmes des gens qui sont importants pour toi, tu vois. Parce que moi, je considère une chose, c'est que euh, les personnes qui prennent la responsabilité pour les autres, on va donner un cas concret, tu vois, quelqu'un qui est financièrement réussit bien sa vie et qui peut, par exemple, supporter euh, sa, son partenaire, son ou sa partenaire, son ou ses enfants. Techniquement, être parent, c'est de prendre la responsabilité pour quelqu'un. Tu Ouais. vois, et de la responsabilité, pas ad vitam aeternam, tu vois, Ouais. mais du moins, tu vois, jusqu'à 15, 16, 17, 18, 18, 18 ans, tu vois, tu vas commencer à prendre un peu plus d'indépendance, mais globalement, le lien de parenté est très important et très lié finalement à cette notion de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui, dans toute l'histoire de l'humanité, et encore aujourd'hui, est respecté et est encouragé, tu vois. Alors, voilà, il y a la notion de faire des enfants, etc., qui est discutée aujourd'hui par certains groupuscules et ce genre de Hmm. choses. Mais mis à part ça, on sait, et les êtres humains valorisent énormément le fait de faire des enfants. Et je pense que c'est le don de responsabilité ultime, tu vois. C'est toi, petite chose, tu vois, un Hmm. petit être humain qui ne peut pas survivre par lui-même jusqu'à peut-être un peu plus tard dans la vie, tu vois. Je vais prendre ta responsabilité, je vais te nourrir, je vais te loger, je vais faire en sorte de t'éduquer également, de te Hmm. donner des mots, tu vois. Typiquement, c'est les parents qui apprennent, Hmm. qui enseignent la majorité de la langue à l'enfant. Et on prend une énorme responsabilité. Et forcément, les gens qui prennent de la responsabilité pour des autres, ça vient avec un coût, tu vois. Hmm. Euh, les parents te diront, voilà, le gamin quand il pleure à 3 heures du matin et qu'il faut aller lui changer les couches, si tu veux, ça a un coût sur leur sommeil. Hmm. C'est un coût financier, tu vois. Une fois qu'il faut les scolariser, une fois qu'il faut, tu vois, leur payer les colonies vacances, ce genre de choses. Donc ça vient avec un coût de responsabilité et puis aussi un coût moral, tu vois. Typiquement, toi qui parlais à 14 ans, tu vois, d'aller au commissariat, bah, typiquement, les parents, ils prennent un coup au moral, tu vois, de devoir aller chercher le gamin Ouais. au commissariat, etc. Cette responsabilité a un coût. Mais ça a une tellement forte gratification au bout, tu vois. Il y a une tellement, il y a une sensation tellement importante de ouais, tu te sens valorisé en fait. Tu te sens Ah ouais. valorisé lorsque tu prends la responsabilité pour les autres et que finalement ça se passe bien et que bah, au bout de, malgré les différentes
embûches qu'il peut y avoir, tu vois, et parce qu'il y en aura de toute façon, finalement, quand ça marche bien, quand à la fin du chemin, tu regardes tout le chemin qui a été parcouru, finalement, tu es heureux. Et puis, il y a un sentiment de gratification qui pour le coup, rend beaucoup de gens heureux. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui sont peut-être un peu malheureux, tu vois, parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de responsabilité sur les autres, tu vois. Tu vois, on parlait de cette notion-là quand tu avais créé ta boîte et que tu as commencé très rapidement à soutenir financièrement tes parents. Finalement, tu sais que le matin, en fait, tu te lèves pas uniquement pour te payer toi, mais que derrière, en fait, tu as des responsabilités supplémentaires. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, si tu te bouges pas, globalement, il n'y a pas que toi qui est impacté. Et la notion de se dire qu'on n'est pas impacté uniquement que sur nous, mais que nos décisions, nos choix et ce qu'on fait au quotidien va impacter les autres, forcément, ça donne une forme de motivation supplémentaire. Tu sais, ça, je l'ai analysé un petit peu post-situation, mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai cherché aussi rapidement à me responsabiliser, à me mettre beaucoup de charges sur les épaules, tout de suite, dès que la société a commencé à gagner un peu d'argent, à me donner un salaire à mon père, etc., c'est parce qu'avant ça, je suis encore relativement feignant. Et ça m'amène à deux choses. Ça m'amène à chercher l'efficience dans les actions que j'entreprends, tu vois. Donc, j'ai la volonté, quand je me lève le matin, de vouloir faire des sauts quantiques dans mes business et dans mes résultats, parce que je veux vraiment... Forcément, ça vient avec son lot de problèmes, mais je ne veux pas y aller petit à petit. Moi, je veux y aller grand par grand, tu vois, dans tout ce que je fais. Parce que je veux raccourcir le temps, tu vois. C'est une volonté de rapidité. Et deuxième point, c'est parce que si je sais que les actions que j'entreprends m'impactent uniquement moi, je vais rapidement tomber dans un sentiment de suffisance et où je vais pas forcément me dépasser. Ça, je m'en suis rendu compte au début, tu vois. C'est pour ça que j'ai cherché à me mettre rapidement des charges, des responsabilités, et je me suis rendu compte que lorsque je me levais le matin et que j'avais pas forcément envie, parce qu'il y a des jours tu te lèves, t'as pas envie de faire, tu vois. Mais de se dire, ouais, mais putain, mais là, il reste 10 jours avant la fin du mois. Il faut que tu payes ton équipe. Il faut que tu payes ton père. Il faut que tu payes toute ton équipe, quoi. Eh bien, putain, moi, en tout cas, ça agit comme un déclencheur chez moi et ça fait que je me mets beaucoup plus dans l'action. Et je sais, je serai tout seul aujourd'hui. Je pense pas que je ferai les choses dans la même énergie, tu vois. Je pense qu'un homme mâle dans ce cadre-là, tu vois, pas l'homme dans l'humanité tout entière. Je pense que l'homme, pour qu'il soit vraiment complet, et on parlait souvent de cette notion d'un homme complet, etc., se doit de prendre la responsabilité pour les autres, selon moi, tu vois. Pour vraiment avoir un sentiment d'accomplissement complet, si finalement tu ne vis ta vie qu'en fonction de toi, et que tout ce que tu entreprends, c'est uniquement pour toi, que tes décisions, tes actions n'ont aucun autre impact que sur toi, je pense que tu vas avoir des regrets. Ouais, je suis croyant. Ouais, je crois vraiment à ça. Ouais. Immanquablement, tu vas avoir des regrets. Tu vas peut-être vivre une vie avec moins de charge mentale, tu vois, ou dans ton quotidien, finalement, le fait d'avoir de la responsabilité sur les autres, c'est une source d'inquiétude. Tu te poses toujours la question, ah oui, mais si je réussis pas ça, si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer pour les autres, quel va être l'impact négatif pour les autres, etc. Mais d'un autre côté, il n'y a pas ce sentiment d'accomplissement lorsque tu fais du bien autour de toi, tu vois. Et ça fait vraiment partie, selon moi, d'une composante extrêmement importante dans la vie d'un homme, que de prendre la responsabilité pour les autres, tu vois, de se dire, bon, voilà, j'ai pu rendre mes parents, enfin, j'ai pu leur couper quelques années de retraite, tu vois, en me disant, voilà, je les ai pas fait bosser jusqu'à autant de temps. J'ai pu offrir à ma partenaire la vie qu'elle souhaitait, ou du moins, tu vois, de pouvoir vraiment vivre des moments incroyables avec elle, etc. Je pense que pour un homme, ne pas prendre la responsabilité sur les autres par peur, parce que forcément ça fait peur, ça demande... Je pense que je suis d'accord, mais je pense que déjà c'est pas naturel, tu vois. Si tu remontes à la préhistoire, un homme, il provide, il est là pour aller chercher les ressources, tu vois. Pourquoi ? Pour nourrir sa famille, pour nourrir ses proches, pour subvenir aux besoins de sa communauté. Donc je trouve déjà que c'est contre-intuitif, complètement pas naturel, de vouloir fuir ça déjà de base. Mais le problème, c'est que la société d'aujourd'hui t'amène à fuir ça en tant qu'homme.
Et donc, c'est quelque chose qui était naturel il y a des dizaines, voire des centaines d'années, n'est plus forcément aujourd'hui. Ça dépend des individus, mais je sais pas. Parce qu'en réalité aussi, on dépend moins les uns des autres, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on considère aujourd'hui, et c'est pas pour rien que par exemple le divorce est devenu beaucoup plus populaire, beaucoup plus courant, tu vois, beaucoup plus récurrent. C'est que finalement, on se dit qu'aujourd'hui, bah, un parent d'un côté et puis le parent de l'autre, tu vois, ça marche. Ça marche. Et que finalement, chacun peut s'en sortir de son côté sans nécessairement être ensemble, etc. Chose qui avant était impensable, tu vois, ou était peut-être un peu mal vue, regardée surtout d'un point de vue religieux, tu vois. Donc en fait, on est à une époque où finalement, on honore l'individualisme, on honore le fait que, bah, que tu sois homme, femme, ou bien même un jeune homme, tu vois, tu peux te débrouiller tout seul, sans avoir besoin de personne. Mais je considère qu'on en a quand même besoin, tu vois. On a quand même besoin et qu'on valorise les gens qui prennent la responsabilité sur les autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont à la recherche, justement, qu'on prenne de la responsabilité sur eux, tu vois. Et je pense qu'un homme, ça peut paraître contre-intuitif, mais s'il porte beaucoup plus de poids sur ses épaules et qu'il porte non seulement pas seulement son poids, mais également le poids de certains, se sentira beaucoup mieux. Ouais, je suis convaincu de ça. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mis à part voilà, cette notion d'individualisme, bah, finalement, certains, et là on parle spécifiquement des hommes, tu vois, certains décident de ne pas faire ce choix-là. Parce qu'à court terme, c'est le plus facile. C'est ça, en fait, on en vient, je pense, à la vision court-termiste que les gens ont vis-à-vis de leur vie et de leur futur. On est dans une société qui gratifie, dans une génération qui gratifie, parlons de génération, dans une génération, pardon, qui valorise la gratification immédiate, le plaisir instantané. Donc forcément, si tu raisonnes de cette manière-là, bah, tu vas être tenté de repousser au lendemain, de dire voilà, c'est pas grave si je fais pas les choses aujourd'hui. Allez, un peu de dopamine, tu vois, un peu un coca, un fast-food, un machin, tu vois. Parce que le cerveau et l'état d'esprit des gens sont câblés sur le court terme, tu vois, sur le tout de suite. Mais à long terme, ça donne un résultat désastreux. Or, si on se réapproprie la notion de plaisir et qu'on considère qu'à long terme, en pratiquant justement la prise de responsabilité et en mettant des actions en place à court terme qui sont peut-être inconfortables, mais qu'on considère qu'à long terme, les résultats qu'on va tirer de ça seront 100 fois, en termes d'intensité, 100 fois plus intenses, 100 fois plus bénéfiques, 100 fois plus satisfaisants que si on avait fait les choix à court terme, bah, ce sera génial. Mais c'est dur parce que voir les choses à long terme, bah, par définition, tu ne les vois pas parce qu'elles ne sont pas encore concrétisées. Donc ça demande à ton cerveau de faire avoir, tu vois. Avant d'avoir, il faut devenir, tu vois. Il faut considérer dans ta tête que déjà, tous les efforts que tu vas fournir sur tes 2-3 prochaines années, tu en récolteras les fruits dans les 5 à 10 prochaines années. Mais peut-être, tu vois. Et la potentialité fait que la plupart des gens ne veulent pas s'y engager. Bah, c'est potentiel, ça se trouve, j'y arriverai pas. On en vient aussi à cette notion de confiance, de foi, qui est super importante. Tu vois, par exemple, moi, je suis convaincu, j'ai toujours eu comme conviction, de toute façon, la fin pour moi sera belle, sera magnifique. Je sais que la fin de mon histoire, donc la fin de ma vie, tu vois, sera magnifique, sera belle. Et je suis très confiant là-dessus, tu vois. Et donc, ce qui m'amène à garder de la croyance, à entretenir de la croyance qu'à long terme, le fruit des actions que je mets en place aujourd'hui sera extraordinaire, tu vois, et produira des résultats magnifiques, tu vois. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, c'est que c'est contre-intuitif, tu vois, je pense. Andrew Huberman, qui est un neurologue américain, avait parlé de ça dans un de ses podcasts, d'une étude qui avait été faite sur qu'est-ce qui motive davantage. Est-ce que c'est la visualisation positive ou au contraire, est-ce que c'est la visualisation négative, tu vois. Et c'est vrai qu'on pense souvent à ah oui, mais si je fais ça, bah, qu'est-ce qui va se passer après, tu vois. À quoi pourrait ressembler ma vie si je gagnais au loto, par exemple. Il y a plein de gens qui se posent cette question. Moi, je pars du principe que en fait, quand tu penses à l'inverse, où tu te dis bah, à quoi va ressembler ma vie si je fais rien,
Ouais. En fait, si je mange du McDo tous les jours, à quoi est-ce que je vais ressembler? Comment est-ce que je vais me sentir? Si j'arrête de faire du sport, comment est-ce que ça se passe? Si j'arrête de faire de l'argent, comment est-ce que je vais payer mon loyer, tu vois? Si j'arrête de donner de l'attention à, par exemple, à ma partenaire, bah, est-ce qu'elle va me quitter, tu vois? Si j'arrête d'appeler mes parents, est-ce qu'ils vont se sentir tristes, tu vois? Et de penser à ces choses négatives-là et de se dire, bah, en fait, ça peut être une impulsion pour faire. Ça peut être une impulsion pour te motiver, tu vois. Peu importe le résultat qui va en sortir derrière, mais si tu sais que tu ne fais pas ces choses-là, tu vois, et c'est beaucoup plus facile de parfois se dire, bah, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de manger de la merde, je vais arrêter de ne plus faire de sport et de rester sur mon canapé, je vais juste faire. Parce que de toute façon, le résultat sera de toute façon mieux que si je fais rien. Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Et ne rien faire, et le résultat que ça peut m'apporter, c'est prévisible. Alors que faire quelque chose en attendant un résultat, bah, c'est imprévisible, on ne sait pas ce que ça peut être. Et puis bah, parfois, on peut même être surpris du résultat de ce qu'on a pu entreprendre. Par contre, si on n'entreprend rien, si on ne fait rien, on a une idée assez concrète, le plus souvent, de à quoi est-ce que ça peut ressembler. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Si tu es mauvais dans ton job, si tu n'arrêtes pas d'être sur ton téléphone et que bah, tu fais rien, même en tant que salarié, bah, tu sais qu'il y a une potentialité de perdre ton job. Si tu fais les choses bien, tu sais pas si tu peux être promu, tu sais pas si tu peux avoir les grâces de ton patron, tu sais pas si ça peut arriver. Mais par contre, si tu pars du principe que si tu fais les choses bien, c'est toujours mieux que de faire les choses mal, bah finalement tu vas avancer petit à petit, bout à bout. Et ça, c'est prévisible. Donc visualiser le négatif, moi je sais qu'à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, de me dire, bah, finalement, si je reste dans ce job mortifère, comment est-ce que je vais me sentir, tu vois? Est-ce que je vais avoir des regrets? Est-ce que finalement, je vais de nouveau être dans un état mental où je vais être très négatif, je vais remettre en question tout, etc. Bah, finalement, j'ai meilleur temps de faire quelque chose, tu vois, pour éviter que ça n'arrive. Sans avoir aucune idée de ce qui peut arriver de positif. Oui. Mais par contre, j'ai une idée très concrète de ce qui peut arriver dans le négatif et finalement, ça me drive moi à titre personnel. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent être également très drivées par cette visualisation positive. C'est un peu le discours du dev perso, la loi de l'attraction, etc. Mais tu sais qu'un entrepreneur, il y a ce parallèle de cette image d'un entrepreneur, c'est un parachutiste, tu vois, mais qui saute et qui construit son parachute dans la descente. Tu vois. Et c'est une image qui, pour moi, je trouve assez représentative de ce qu'est l'entrepreneuriat et le fait de vouloir développer son indépendance sur tous les plans de sa vie. Bah, c'est ça, c'est que de toute façon, tu n'auras jamais 100% des réponses aux questions que tu te poses. Les questions, les réponses, tu les trouves dans le chemin, dans l'action, quoi. Donc oui. Ouais. Je pense qu'il y a un principe aussi, c'est la notion de courage. Et je trouve que la notion de courage est souvent reliée à la notion de confiance. Quand on a du courage, par exemple, de sauter d'une falaise, pour sauter dans l'eau, par exemple, un saut de 20 mètres. Tu le ferais, toi ? 20 mètres, je sais pas. Une dizaine de mètres, ouais. Je l'ai déjà fait par le passé. 20 mètres, c'est chaud. Franchement, quand tu es au bord de la falaise et que tu vas... Et je sais pas. Moi, à une certaine hauteur, j'ai peur du vide quand même. Ah oui, à une certaine hauteur, mais c'est évident. Pourquoi ? Parce que t'as pas confiance au fait que si tu sautes, tu survives. Tu vois. C'est ça. Alors que quand tu sautes de 3, 4, 5 mètres, tu vois, que tu tombes dans l'eau, t'as confiance au fait que en fait, quand tu tombes dans l'eau, tu vas pas trop te faire mal, ou que tu vas pas te choper un plat immense, ou que tu vas pas te casser la tête tu vois, sur les rochers en bas. Tu vois. Et faire confiance, c'est une notion de courage, tu vois, même faire confiance à un autre être humain, de suivre une vision, de suivre quelqu'un, de pouvoir faire entrer quelqu'un dans sa vie, c'est courageux, tu vois. On est un peu dans une ère où, je trouve, qu'on a tendance à faire très difficilement confiance aux autres. On parlait de la blockchain l'autre jour, du fait que la blockchain a été créée uniquement pour créer cette notion de confiance. Et nous, on en a parlé à plusieurs reprises, que toi, tu es quelqu'un qui donne confiance rapidement, mais qui peut aussi retirer cette confiance très rapidement aussi. Mais moi, je trouve que c'est faire preuve de courage que de donner confiance à quelqu'un, parce que finalement, tu laisses la porte ouverte au fait qu'elle peut te baiser. Forcément. Mais du coup, si tu es à la recherche de te faire baiser, c'est étant donné que tu peux donner ta confiance facilement, forcément, naturellement, les gens qui offrent leur confiance rapidement,
naturellement, dans leur vie, ils se sont fait baiser souvent. Tu vois. Moi, c'est mon cas. Mais c'est pas un problème parce que du coup, encore une fois, plus tu te fais baiser, plus tu sais ensuite repérer les gens qui veulent te baiser. Tu vois. Mais c'est à la fois super important de garder cette capacité à faire confiance et de laisser aux gens la possibilité d'obtenir et d'acquérir ta confiance. Alors pour moi, c'est très simple. Hein. En tout cas, c'est ma vision des choses. La confiance, ça il me fait rire, le mec, il met du Fébreze dans la pièce. La confiance s'acquiert pour moi par l'action, tu vois. Pour obtenir ma confiance, il faut que tu me montres que je suis digne, enfin tu es digne de ma confiance, et pour ça, c'est à travers l'action, tu vois. Pourquoi ? Parce que forcément, enfin je veux dire, quand tu fais trop confiance aux paroles, aux propos des gens, tu vois, seules les actions doivent parler. Et je pense que ça vaut dans les relations amoureuses et dans les relations amicales et business, c'est pareil, tu vois, c'est que tu dois démontrer par des faits. Mais c'est important de... Tu vois, si t'es trop dans la résistance, tu vois, si t'es trop fermé, bah en fait, tu laisses pas rentrer les opportunités dans ta vie. Et les opportunités, c'est quoi ? C'est des rencontres, c'est des gens. La plupart des changements dans la vie sont à l'origine de rencontres, tu vois. Et pour qu'une rencontre se transforme en opportunité pour toi, bah, il faut au bout d'un moment que tu ouvres certaines portes. Donc la difficulté, c'est que la plupart des gens se font niquer et du coup... créer cette carapace, cette fermeture, ce qui fait qu'ils ne laissent pas l'opportunité à de nouvelles personnes rentrer dans leur vie et donc ils se ferment en fait à des opportunités potentielles. On entend souvent le fameux cœur de pierre, tu vois. Eh ouais, je trouve que c'est une erreur. Je trouve qu'au contraire, il faut aiguiser son radar, mais ça, je pense que son radar s'aiguise naturellement. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Enfin, si tu te fais baiser, pose-toi la question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es fait baiser ? Mais ensuite, tu vois, ne te mets pas des œillères pour autant. Je trouve que quand tu te fermes à faire confiance, tu perds en courage. Tu perds en courage parce que tu te dis, bon bah voilà, j'ai fait confiance par le passé. Typiquement, ça arrive très souvent dans les relations amoureuses. Tu vois, et puis voilà, le partenaire a trompé, le partenaire est parti ou bien a joué avec les sentiments, etc. Donc je vais avoir moins tendance à faire confiance à l'avenir, tu vois, parce que j'ai pas envie de me faire baiser 2 fois. Mais par contre, tu perds en courage. À chaque fois que tu te dis ça, tu perds en courage. Parce que finalement, si les choses se passent bien, c'est d'autant plus gratifiant. Tu as fait confiance à quelqu'un rapidement et finalement ça s'est bien passé. Et là, tu te dis waouh, c'est incroyable. Et là, tu vis une aventure extraordinaire avec la personne. Tu vois. Donc en fait, là, ton courage est doublement rétribué. Mais par contre, quand tu te fermes à l'opportunité, que tu fais très peu confiance rapidement, bah, finalement, l'autre personne, elle va se dire bon, bah, je vais pas mettre beaucoup plus d'intention. J'ai une anecdote au sujet de la confiance. Ouais. Dernièrement, on a participé à un networking, donc un rassemblement, un séminaire d'entrepreneurs sur Dubaï. Et dans les personnes qui étaient présentes, il y en avait une avec qui j'avais eu une mauvaise expérience business il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais bossé avec cette personne et je n'avais pas été satisfait du travail de cette personne. Et forcément, ça avait créé de l'animosité sur le court terme avec cette personne à ce moment-là. Et je revois cette personne à ce séminaire d'entrepreneurs. Et en fait, je la vois arriver. Il me regarde. Je le regarde. On se regarde. Et je lui fais un sourire. Et tu vois, je sentais dans son regard, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je vais pas le saluer ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? J'ai fait un sourire. Il a vu que l'atmosphère était détendue. Et puis, il est venu, il m'a salué. Puis, on a discuté. On a pris nos nouvelles. On n'a pas reparlé de ce qui s'est passé. Mais parce que open, tu vois. Non pas qu'à l'époque, pourtant, je me suis quand même senti lésé. Vraiment. Sur le contraire, je me suis senti un peu arnaqué, un peu lésé. Mais tu vois, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Franchement, tu vois, ça aussi, l'aspect de rancune. Je ne suis pas rancunier et tu vois, tranquille, viens, on kiffe. Il y avait des personnes qui étaient un peu dans la même industrie que moi. Et des fois, tu sens chez les gens, ils sont, ils sont en mode, lui, c'est un concurrent. Lui, on dit ça sur lui sur Internet. Faut pas que j'aille le voir. Tu sais, les gens se font des histoires pas possibles. Ils se forgent des croyances par rapport à ce qu'ils voient sur Internet, etc., ce qui ne reflète pas la réalité. Et ils se ferment à des opportunités potentielles, à des opportunités. Et donc, c'est dommage, en fait.
C'est dommage. Alors que si tu es cette personne qui adopte cette posture d'ouverture, allez, ça va, tac, tac, même si. En fait, la réalité, c'est que si tu vas voir une personne qui te considère, tu vois, qui a des a priori, des croyances sur toi négatives et que tu vas la voir en mode tranquille, sourire et tout, tu marques des points. Grave, tu vois. Tu marques des points et tu as même plus de chances, je trouve, d'obtenir sa confiance rapidement. C'est vrai. C'est contre-intuitif, mais souvent, les meilleurs clients sont ceux qui te pourrissaient au début, tu vois. Mais vrai. Et les plus grands fans sont des anciens haters. Ouais. Tu vois. Ou au contraire, tous les haters étaient d'abord fans. Les haters sont des fans par définition. Ouais, c'est vrai. Mais un haters qui ensuite passe de haters, ça, j'avoue que je suis un fan. Ouais. Tu vois. Mais ouais. Non, ça... Et t'as beaucoup de ça à Dubaï. Tu sais, parce qu'à Dubaï, c'est un environnement où c'est des gens qui ont passé le filtre financier. Donc, tu vois, c'est que les gens qui sont ici, par définition, ils ont quand même un peu plus de moyens que la moyenne. Et donc, ce qui est drôle, c'est quand tu vas au restaurant ou dans des événements où tu rencontres des gens, tu sens que les gens, ils sont là, ils jouent un rôle. Alors, tu as ceux qui sont Louis Vuittonisés de la tête aux pieds. Tu sais quoi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que c'est dû au fait qu'on soit ici ou que les gens aient passé un certain barème financier, etc. Parce que moi, je l'ai même vu dans un cadre totalement différent, qui est le salariat, tu vois. Et dans l'écosystème qui est, tu vois, les rapports de bureau, les gens quand ils sont entre eux, surtout quand il y a des teams de 20, 30, 40 personnes, tu vois. Où moi, en fait, ces mêmes mécaniques, je les ai déjà vues auparavant, tu vois. Alors que là, il n'y avait pas vraiment de différence financière. En Suisse aussi, tu vois. Non, mais c'est pas une question d'être en Suisse ou pas, parce qu'en plus, tu vois, dans le cadre gouvernemental, en fait, tu sais combien les gens gagnent, parce que tout est barémisé, tout est mis sous le filtre de la transparence. Mais par contre, il y a toujours ces jeux d'ego, de pouvoir, il y a toujours ces notions cette volonté de prouver que j'ai plus de statut, que j'ai plus d'argent. Exactement. Ouais. Plus de compréhension sur le travail, plus de connaissances que toi, etc. Et ça, en fait, c'est de l'ego un peu mal placé. Et ça démontre aussi une forme d'insécurité personnelle, tu vois, de vouloir exposer, montrer, prouver. C'est toujours une forme d'insécurité. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est juste. Hein. Quand tu veux démontrer plus que la réalité, quand tu exagères, quand t'es mal dans ta peau. Je sais pas si c'est vraiment être mal dans sa peau, tu vois. Il y en a certains, c'est pour une question c'est d'égo, pour combler etc. une carence. C'est une carence affective, très souvent. C'est une carence affective, c'est un manque d'estime de soi. Les gens qui parlent matériel ou par la parole, qui sentent le besoin de se faire valoriser par autrui, c'est très souvent pour combler une carence affective. Très souvent. Soit une carence affective, soit le fait de se sentir valorisé par rapport aux autres. Tu vois. Et moi, je pense qu'il y a deux formes de valorisation personnelle. Il y a la valorisation où tu uplifts les autres, où tu élèves les autres. Il y a la valorisation où tu rabaisses les autres, tu vois, où tu te mets en sentiment de supériorité par rapport aux autres. Il y a des gens qui vont vraiment uniquement faire en sorte de rabaisser les autres de manière constante pour qui se sentent eux valorisés, tu vois. Mais ça n'est que dans leur tête, parce que forcément quand tu rabaisses les autres, ta valeur sur le marché baisse au fur et à mesure. Et après il y a ceux qui se valorisent en disant ah non mais c'est toi mec, c'est toi le meilleur, tu vois. Plutôt que de mettre l'accent sur eux, ils vont mettre l'accent sur les autres. Tu sais qu'il y a un proverbe qui dit c'est pas un proverbe, je pense que c'est une réalité. Un leader, c'est quelqu'un aussi qui sait laisser les autres leader. C'est-à-dire que savoir garder l'attention, c'est savoir aussi mettre les autres en valeur et en lumière, tu vois. Et je trouve ça assez juste. Rien de plus beau que quelqu'un. Regarde, par exemple, je sais pas, tu vois, on bosse ensemble, t'es mon bras droit, on va dans un événement où il y a des gens et quand je te présente, je dis ouais, tu sais, je te dévalue, tu vois. Ouais. Je pense pas que les gens vont mettre de la valeur sur moi. Les gens vont se dire putain, mais il présente comme son bras droit et il le piétine comme ça, tu vois. C'est qui ce genre de mec? Comment ça doit être de bosser avec un mec comme ça? Alors au contraire, je te présente en te valorisant, en te mettant à ta juste valeur, voire en te sauçant un petit peu. Les gens déjà ils vont se dire putain, ça va être un plaisir de bosser avec un mec pareil. C'est un mec qui met en valeur les autres et on aime les gens qui nous mettent en valeur et qui et tu perds pas forcément l'attention des gens. Au contraire. Elle s'amplifie, je trouve. Au contraire. Mais je pense que c'est plutôt une forme d'ego mal placé et d'insécurité plus que peut-être une carence affective. En fait, non, je suis pas d'accord là-dessus. Vraiment, si tu cherches l'attention des gens en disant sans cesse en te mettant en valeur ou en dévaluant les autres, c'est pour forcément récupérer l'attention
et faire en sorte d'avoir de la validation auprès d'autrui. Pourquoi les gens cherchent de la validation auprès d'autrui? C'est pour combler un manque affectif. Mais tu vois, moi, je pars du principe qu'on cherche tous à plus ou grande, enfin à moindre mesure ou à plus grande mesure pour certains, la validation d'autrui. Oui, mais tu as des manières de la demander. Rares sont les personnes qui ne valorisent absolument pas la validation d'autrui et uniquement se valorisent. Non, c'est naturel, mais tu as des manières de vouloir l'obtenir, tu vois. Exactement. Moi, je pense que c'est plutôt une forme de mauvaise strate, si tu veux. Ils se disent que la forme la plus rapide pour obtenir la validation des autres, c'est précisément de surjouer, d'être dans cette surenchère permanente, plutôt que justement de peut-être parfois se mettre au second plan, ce qui fait que tu te mets au premier plan. Tu vois. Mais moi, quand tu te mets au second plan, ça veut dire que tu dois avoir quand même une certaine connaissance de toi, de ta valeur, de qui tu es, et une certaine confiance en toi. Si tu n'as pas ça, tu vas être sans cesse en train de quémander l'attention des gens. Tu vois, y a en développement personnel, tu as un concept, c'est le concept de la bouteille d'eau, de la jauge d'amour. Considérons que cette bouteille, c'est ta jauge d'amour de toi, de confiance en toi. Donc, considérons que c'est cette jauge-là. Sauf qu'à l'intérieur de cette bouteille, tu as un trou ici. Cette bouteille est percée, donc ta jauge est percée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la plupart des gens, quand ils cherchent de la validation, ils cherchent des compliments. Ils ont besoin qu'on leur dise « t'es le meilleur, tout va bien, t'es le plus beau, etc. » pour remplir leur jauge d'amour d'eux-mêmes parce qu'ils sont incapables eux-mêmes de remplir cette jauge. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu cherches la validation des autres en permanence et que tu n'es pas capable de toi-même te congratuler ? Cette jauge, elle est percée. Donc, en fait, c'est un éternel recommencement. Tu es sans cesse obligé de chercher la validation des autres en ayant l'illusion que ça va te procurer plus de confiance, sauf que ta jauge de confiance est trouée. Donc, étant donné qu'elle est trouée, ta jauge ne sera jamais pleine. Alors que si, avant même, non pas que chercher la validation des autres ne t'apporte pas de satisfaction, mais si déjà tu as conscience de ta valeur, que tu t'estimes, que tu as confiance en toi, ta jauge est déjà pleine. Et les compliments des autres et la validation des autres va agir comme un surplus, tu vois. Et c'est comme ça, moi, que je vois les choses. C'est que déjà, c'est pas un problème de chercher la validation, on le fait tous. Par contre, il faut déjà avoir un minimum conscience de sa valeur, etc., pour avoir la capacité, dans des contextes sociaux, de savoir se mettre en retrait aussi, de ne pas chercher indéfiniment l'attention des autres, tu vois. Parce que si tu cherches sans cesse l'attention des autres, c'est qu'indirectement... tu finis par ne plus l'avoir. Tu finis par ne plus l'avoir, mais c'est que déjà, intrinsèquement, elle n'est pas pleine, tu vois. Donc, il y a un travail, je pense, sur soi à faire au niveau de son estime personnelle. Je pense que ça vient aussi du fait que certaines personnes ne veulent briller que dans des contextes sociaux. Je pense qu'à partir d'un moment où, en fait, tu ne penses qu'au regard des autres, te dire, bon, bah voilà, cette personne-là, il faut absolument qu'elle ait une bonne image de moi, tu vois. C'est un peu cette notion de l'entretien d'embauche où tu vas te présenter sous ton meilleur jour. C'est aussi la notion du date où tu vas t'apprêter, t'habiller, tu vas bien parler, tu vas pas nécessairement être comme tu serais d'habitude, tu vois. Tu vas un petit peu masquer, créer un rôle autour de toi. Et je pense que c'est ça, c'est cette volonté de briller dans un contexte social, se montrer sous son meilleur jour, se montrer sous son meilleur accoutrement, tu vois, et que finalement, les gens qui sont le plus valorisés sont ceux qui sont le plus réels aussi, tu vois, ceux qui jouent le moins de ça, tu vois, et qu'on a tendance à de plus en plus valoriser ça, ce qui est, je trouve, une bonne chose, parce que les gens qui sont fake, les gens qui sont dans la surenchère, vont sur le court terme avoir du gain, tant en termes d'audience, tant en termes financiers, tant en termes d'attention. Mais petit à petit, en fait, plus on découvre cette personne, plus on l'entend parler. On va donner un exemple tout con, c'est Liver King, par exemple. Tu vois. De créer cette image surjouée, tu as full testo. Ça va lui coûter grave sur le long terme. Il est rouge. En fait, on voit que déjà sur ses vues et sur l'impact qu'il a eu sur son audience, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, on a compris, on a capté ton truc. Et maintenant que tu es plus réel, que tu es de plus en plus réel, pardon, y a moins d'intérêt. Alors que ceux qui, au contraire, se montrent sous leur vrai jour, tu vois, et ont cette audace-là, en fait, ne font que monter et puis arrivent à maintenir finalement une jauge d'attention qui est beaucoup plus long terme. Mauvais pari ou alors meilleure stratégie sur le court terme?
Telle est la question. Nous allons en répondre dans Enquête exclusive. On a un délire de faire les vieux présentateurs M6. Les présentateurs M6 ils ont vraiment... Nous nous retrouvons à Dubaï avec 2 entrepreneurs. Ouais. Bref. Mais tu vois, on parlait de la notion de confiance avant, la notion de courage. Et tu as dit un mot duquel on avait envie de parler, tu vois, c'est la notion de scam, la notion d'arnaque. Avec Internet, mais pas que avec Internet, tu vois, mais ça s'est quand même multiplié, ou bien il y a 1001 façons maintenant aujourd'hui de se faire scammer, tu vois. Même si ça commence quand même à devenir de plus en plus difficile, de plus en plus transparent, mais il y aura toujours des scams. Le plus courant étant, tu vois, le vieux email de phishing, tu vois. Moi, mes parents, ils en reçoivent à balle, tu vois, toutes les semaines, ils reçoivent des emails, tu vois, de leur télécom, de leur assurance, tu vois, qui leur demandent de mettre leur CB, tu vois. Et chaque jour, il y a des gens qui se font attraper par ce type de scam. Comment, dans le contexte actuel, on peut encore avoir confiance, que ce soit dans des coachs, que ce soit dans des entrepreneurs, que ce soit dans des conseils financiers, que ce soit sur des produits crypto. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut gagner en confiance, gagner en courage, de se dire, bon bah ok, effectivement il y a beaucoup de scams, effectivement il y a beaucoup d'arnaques sur le marché, et ça fait peur, parce que personne n'a envie de se faire arnaquer. Mais comment est-ce qu'on peut quand même y aller, avoir cette confiance et gagner en courage, tu vois, pour le faire? Déjà, si tu veux fuir les arnaques, c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe à l'action par définition passera par des épreuves qu'il assimilera à une arnaque ou non, mais passera forcément par des situations qui vont l'amener à ne pas être satisfait. Après, reprenons, déjà, clarifions là, ce que c'est une arnaque, ce que c'est un scam. Une arnaque, c'est t'achètes un produit auprès d'une personne qui te promet quelque chose, un résultat, mais qui ne délivre pas. Ouais, c'est ça. Comment faire? Si on parle, je sais pas moi, dans le coaching par exemple, dans l'industrie du service, bah, c'est déjà quand tu t'apprêtes à acheter, je sais pas moi, un service, renseigne-toi un minimum sur ce service-là. Tu vas t'acheter jamais quelque chose à l'aveugle. Tu te renseignes sur la personne en question. Qu'est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce que cette personne a fait? Quel est son background? Quel est son historique? Quels sont les résultats de ses clients? Puis-je rentrer en contact avec certains de ses clients? Et ensuite, c'est une question, je pense, de feeling, tu vois. C'est prendre contact avec cette personne. Est-ce que ça match? Est-ce que ça matche pas? Tu vois. Voilà. Il n'y a pas de... Mais tu vois, j'ai aussi l'impression qu'il peut y avoir 99 avis positifs. Il en suffit d'un négatif pour faire pencher la balance du côté « Ah bah non, en fait, j'y vais pas », tu vois. Bah ouais. Ouais, mais je vais te dire, je pense pas... Tu vois, moi qui ai eu, à mes débuts... quand j'ai commencé à faire de la publicité en ligne, tu vois, beaucoup d'articles, des gens qui ont écrit des choses diffamatoires sur moi, etc. Je pensais que ça allait me porter préjudice. Vraiment, au début, je pensais que ça allait être la fin du monde, que mon chiffre d'affaires allait chuter, que c'était fini. Or, je me rends compte que ça a été un outil de filtrage incroyable pour mes clients. Je m'explique. Déjà, ça a eu un impact insignifiant par rapport à ce que je pensais. Tu vois, on parlait le fait de s'accorder une trop grosse importance. Clairement, c'est-à-dire que lorsque j'avais des personnes qui prenaient rendez-vous avec mon équipe pour se faire accompagner par nous, les personnes qui disent « Ouais, mais expliquez-moi parce que moi j'ai vu tel truc sur vous, etc. » Je ne suis pas sûr, ces gens-là ne sont pas devenus nos clients. Par contre, il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient au téléphone avec l'équipe et qui ont dit « Bon, je sais qui vous êtes, je me suis renseigné sur vos vidéos, j'ai vu quelques articles sur vous, mais j'ai confiance en vous. Si vous avez des articles, des trucs diffamants sur vous, c'est que quelque part, vous devez avoir du succès, vous devez être clivant. Et donc, en fait, moi, j'aime les gens qui polarisent, j'aime les gens qui ont une certaine visibilité, parce qu'il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne sont pas critiqués. Et donc forcément, systématiquement, les gens qui nous abordaient avec cet angle-là sont devenus nos meilleurs clients et sont les personnes qui ont eu le plus de résultats parce qu'ils ont été les plus engagés. Tu vois. Je reviens toujours à cette notion de courage. Faire confiance, c'est avoir du courage.
Maintenant, il y a quand même ce qu'on appelle les red flags, des drapeaux rouges qui sont importants d'avoir à l'esprit, tu vois. Et parfois, et c'est le lot un petit peu, j'ai envie de dire, de tous les arnaqueurs, c'est qu'on va masquer les red flags, masquer les drapeaux rouges avec de l'or, tu vois. Avec de la promesse, avec du rêve, avec tu vois, une certaine attente, avec une vision, tu vois. Et souvent, j'ai l'impression que plus on matraque dans la tête de quelqu'un que c'est bien, plus cette personne finit par y croire. Tu vois. Alors que les meilleurs produits, souvent, ne disent même pas qu'ils sont bons, tu vois. Ce qui marche vraiment bien, tu vois, par exemple, on va donner un truc à la con, mais tu vois, Rode, par exemple, qui est une marque qui fait du matériel audiovisuel, bah, ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont bons pour que ce soit vraiment le cas, tu vois. Alors que peut-être que ceux qui ont du matos d'un peu moins de qualité, les manufacturiers qui font des choses un peu moins bonnes, vont tendance à surenchérir avec tu vois, du bon marketing, avec des bons mots, avec du bon copywriting, avec un beau design, tu vois, pour essayer de cacher la merde au chat, tu vois, comme on le dit de cette façon, tu vois. Ouais, c'est sûr que de toute façon, ce que disent les gens de toi est infiniment bien plus puissant que ce que tu proclames toi-même. En marketingment parlant, c'est bien connu, hein, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, on est dans une ère où finalement, tu vois, on peut faker, on va donner un exemple tout bête sur les résultats clients, tu vois, on peut faker tout et n'importe quoi globalement. On peut faire des faux témoignages, on peut acheter des témoignages, on peut faire du montage pour marquer, tu vois, sur un dashboard qui a plus d'argent qu'est-ce qui a été réellement créé. C'est que finalement, à l'ère dans laquelle aujourd'hui, on doit quand même faire confiance à ce que les gens disent parce qu'on ne peut pas vérifier ce que les gens font, tu vois. Il y a une certaine opacité sur ce qui est fait, sur la qualité des actions, sur la réalité même des choses qu'il y a derrière l'écran, tu vois. Et finalement, c'est que à partir du moment où tu passes l'ACB, c'est que à partir du moment où tu fais le pas d'acheter, que là, tu te rends compte de ce qu'est la réalité, tu vois. Mais avant ça, bah, tu es un peu contraint, finalement, de faire confiance à ce qui est dit, plus qu'à ce qui est fait, parce qu'on n'a pas la visibilité sur ce qui est fait, le plus souvent du cas, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on fait, concrètement, pour démêler les joueurs de flûte? Puis simple, comme j'ai dit, tu rentres en contact, tu fais en sorte d'entrer en contact avec des clients. Point, tu vois. Il n'y a pas mieux qu'un client pour te décrire son expérience. Ouais. Mais après, tu vois, il y a l'expérience client, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose à garder en tête, tu vois. C'est que il y a l'expérience client qui est unique, finalement. Et est-ce que si le client n'a pas eu de résultat, c'est dû au programme ou est-ce que c'est dû au client et à son assiduité, si tu veux, à suivre le programme et puis à faire les choses correctement? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Je dis aussi du feeling, tu vois. Si on parle de choisir un coach, un mentor dans l'investissement, un mentor en dev perso, ou un mentor je sais pas, en prestation de service, enfin, je sais pas, peu importe, tu veux devenir community manager, un coach, quoi. Bah, tu vas non seulement regarder ses résultats clients, son marketing, ce qui fait sens pour toi, si possible, rentrer en contact avec lui, ou alors consommer son contenu gratuit, tu vois, et voir si ça match ou si ça match pas. Tu peux pas, le risque zéro n'existe pas. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Mais voilà, tu peux mettre quand même maximiser les balles dans ton camp en t'assurant que tous ces critères soient au minimum respectés. Okay. Donc ça, c'est à petite échelle. Après, on voit FTX, Terra, tu vois. C'est même certaines sociétés bancaires, là, on a vu sur le milieu bancaire, il y a eu des choses. La diversification. Ouais. Et le problème, notamment avec les cryptos, les jeunes, les early crypto investors, c'est que on a vu beaucoup de gens avec l'industrie de la crypto qui sont devenus très riches, très rapidement, mais sans forcément avoir un niveau d'éducation avancé. Ce qui fait que tu as vu des mecs qui ont fait des millions avec les NFT ou en investissant sur des tokens, des shitcoins, des machins, et qui ont foutu ça sur Luna ou encore Protocol à 10%, 20% par an. Mais à quel moment une personne qui a gagné ces millions en 5 à 10 ans de dur travail va faire ce genre de choses, tu vois, c'est impensable. Parce que tout investisseur qui a gagné son argent durement, qui a pris le temps de s'éduquer, j'aime bien dire que le mindset doit évoluer proportionnellement au compte bancaire. C'est ce qui t'assure d'avoir une richesse et une pérennité dans tes finances. Bah,
t'évites de faire ce genre de conneries. Et dans la crypto, étant donné que c'est encore un marché qui est jeune, la diversification est d'autant plus importante. La diversification au sein même de cette industrie. Avoir déjà la majorité de tes cryptos si tu holds sur un cold wallet, sur une ledger, une autre partie peut-être si tu trades plus court terme sur un exchange. Il n'y a pas 10 000 exchanges. Prenez Binance, tu vois. Si demain il y a encore une crise d'exchange, je pense que Binance sera le dernier exchange à tomber. Je prends le pari. Et ensuite, si vous avez une enveloppe gambling, et ben là, vous pouvez aller sur des échangeurs un peu décentralisés, des machins. Mais tu vois, tout est une question de proportion. C'est pour ça que notamment dans les finances, il est super important de s'éduquer avant d'engager des sommes importantes. Mais tu vois, moi, de mon côté, je peux comprendre les personnes qui ont peut-être peur de se lancer, de faire le pas, parce qu'elles entendent toutes ces choses-là. Et alors en plus, les médias, et on en parlait au tout début, tu vois, font un magnifique travail de ne montrer que cet aspect-là, tu vois, ou bien de surexposer cet aspect d'arnaque. Dès le moment où il y a un problème dans la crypto-monnaie, bah, tu peux être sûr et certain que tout le monde va être au courant si tu veux, mais que dès le moment où il y a un énorme pump, il y a quelque chose de positif qui se passe, voilà, ça va prendre plus de temps et souvent le négatif est d'autant plus partagé que le positif. Mais bon, ça c'est à titre général. Mais je peux comprendre ces personnes qui se disent que finalement elles n'ont pas trop envie de se lancer parce que déjà elles n'ont pas les connaissances et que ça prend du temps d'acquérir les connaissances, de faire sa due diligence, de faire ses propres recherches. Ouais, mais l'ignorance coûte encore plus cher. Parce qu'à ce moment-là, tu fais rien de ta vie, tu vois. Si au bout d'un moment, tu veux pas prendre si tu veux prendre le moindre risque et minimiser à chaque fois les risques dans ta vie, bah, tu n'auras aucun résultat, quoi. Alex Hormozy disait une phrase très juste, si tu gagnes 50 000 balles par an, ça te coûte 950 000 euros par an de ne pas gagner 1 million par an. Ah ouais. Donc, tu vois, l'ignorance de ne pas savoir faire 1 million par an, ça te coûte 950 000 euros par an. C'est clair. Donc, effectivement. Hors Momo, il est pas mal. Ah oui, bah, Alex Hormozy, d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez checker, c'est important. Mais non, cette notion de regarder le marché, que ce soit crypto, que ce soit même l'infoproduit en général, tu vois, où il y a beaucoup d'offres, et forcément, on sait rarement où est-ce qu'on peut se situer. C'est important de faire ses recherches, bien évidemment, mais parfois, c'est aussi important de simplement agir. Et je pense que c'est un message important aussi à dire. Alors, il faut agir avec conscience. Il ne faut pas hypothéquer la baraque, il ne faut pas mettre toutes ses économies non plus, etc. Mais ça vaut la peine de mettre un billet, si on peut se le permettre, bien évidemment, mais de mettre un billet, de voir ce qui se passe et de se dire, bon, bah, finalement, je n'ai pas d'attente sur un résultat positif, mais je pars du principe quand même que j'ai pas envie que ce soit un résultat négatif, parce que si c'est un résultat négatif et que j'ai une attente vis-à-vis du fait que ce soit un résultat négatif, bah, autant ne pas le faire. Et plusieurs personnes se disent, bon, bah, si ça peut être négatif, alors je ne fais pas. C'est pas, je pense, la meilleure façon d'aborder la chose, mais par contre, se dire aussi, c'est pas parce que je vais mettre un billet que forcément ça va tu vois, rester dans une zone de mesure et de tenter. Parce que finalement dans l'action, et on en parlait dans le dernier podcast, dans l'action on apprend beaucoup plus que simplement lire des bouquins. Je peux lire tout ce que je veux dans la crypto, mais finalement si j'en achète une et que je commence à faire le con avec, bah, je vais beaucoup plus apprendre. Bah ouais, t'apprends beaucoup plus dans l'action que la pratique est beaucoup plus instructive que la théorie, c'est sûr. C'est vrai qu'un point commun qu'on a vu avec tous les invités que tu as eu, c'est quand même que ce sont des gens qui ont investi massivement en eux et qui ont fait immanquablement des erreurs, tu vois. Qui ont perdu de l'argent à un moment donné, tu vois, en faisant confiance pas forcément aux meilleures personnes, ou bien en ayant payé quelque chose trop cher par rapport à la valeur qu'ils auraient pu en recevoir, tu vois. Ça arrive très souvent, des choses qui sont surévaluées, mais ça c'est dans le lot de tous les marchés, tu vois, de trop payer quelque chose qui finalement n'avait pas tant de valeur que ça. Mais ça fait partie du jeu. Et moi, ce que j'ai toujours remarqué chez les gens qui, en tout cas financièrement, si on parle que du point de vue financier, ont réussi, bah souvent ce sont ceux qui se sont fait le plus baiser dans l'histoire. Tu vois. Ils se sont immanquablement fait baiser à un moment, mais parce qu'ils se sont fait baiser, bah, bizarrement, ils ont eu également un upside qui est beaucoup plus grand. Tu vois. C'est toujours ça, je trouve. Moi, c'est ce que j'ai toujours remarqué, c'est que il te suffit, tu peux échouer 10 fois d'affilée, mais il te suffit d'une fois pour rattraper les 100 fois les pertes, tu vois. Et c'est ça le game de l'entrepreneuriat, c'est que tu passes plus de temps à tester des trucs qui ne fonctionnent pas, mais il te suffit d'une fois pour rattraper les pertes des 10 échecs précédents, voire ensuite de te mettre à l'abri pendant très longtemps. Donc ça fait partie du process, quoi. Il faut l'accepter. Moi, il y a quelque chose qui, quand même, dans le milieu scam, etc., c'est l'utilisation de la social proof, de la preuve sociale.
quand on a vu FTX, par exemple, si beaucoup de gens ont confié de l'argent à FTX, ont fait confiance à FTX, c'est aussi parce qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de notoriété publique. Par exemple, aux États-Unis, Tom Brady, qui était un ancien quarterback, un des gros MVP à la NFL, mais plein d'autres. Également Kevin O'Leary, qui participe dans Shark Tank, etc. Enfin, il y avait vraiment des gros noms qui ont touché de l'argent de la part d'FTX, tu vois, pour faire de la publicité, pour dire du bien de FTX, tu vois, c'est des contrats de représentation, etc. Et que finalement, on considère, si la team de ces gens-là, tu vois, qui sont bien entourés le plus souvent, qui font des bonnes décisions, des bons investissements, si ces gens-là ont fait confiance à FTX pour toucher de l'oseille, c'est qu'ils ont fait leur due diligence, tu vois. Et donc parfois on reporte le travail de recherche, on reporte ce travail de due diligence en se disant si eux ils l'ont fait, c'est parce que forcément ils ont fait ce travail, donc moi je confie en eux, alors je vais les suivre, tu vois. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège qui malheureusement est arrivé à maintes reprises, pas forcément qu'avec FTX, mais tu vois, on peut parler d'autres systèmes MLM qui ont été endorsés par des gens très connus, qui ont beaucoup de social proof. Comment ne pas tomber dans ce piège de la social proof et de se dire, voilà, oui, ils ont fait leur due diligence, mais moi, je dois quand même faire la mienne, tu vois. En considérant que la preuve sociale ne fait pas tout, tu vois. C'est une compense dans l'analyse d'une opportunité, la preuve sociale est importante pour voir déjà qui a investi dans le projet, par qui est porté le projet, etc. C'est quelque chose d'important et de toute façon, on sera cognitivement influencé par ce biais, qu'on le veuille ou non. Mais il ne faut simplement ne pas uniquement jurer par ça. Et dire, voilà, ça fait partie d'une composante de mon analyse personnelle. Mais ça rentre dans le cadre d'une analyse systémique, tu vois. Elle est importante, mais il ne faut pas uniquement valider si on va dans une opportunité ou pas par le biais de la preuve sociale, parce que ça ne veut pas tout dire. Ça veut dire, mais ça ne veut pas tout dire. Tu vois, il y a plein de choses, plein d'autres éléments sont importants dans l'analyse d'une opportunité, tu vois. Tu as les fondateurs, tu as par qui est porté le projet, oui, c'est important. Qui est-ce qui a déjà rejoint le projet de connu, ok. Mais quel est l'apport technologique de cette opportunité, quel besoin cette opportunité, à quel besoin cette opportunité répond. Voilà, tu vois, tu as beaucoup de choses. Moi, je me dis, c'est comment est-ce que ça se fait? Et ça, c'est parfois j'arrive à comprendre et parfois je n'arrive pas à comprendre. Tu vois, quand je parle de Theranos avec Elizabeth Holmes, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ah oui, aux States, là, nana, exactement. Qui est devenue milliardaire, la plus jeune milliardaire du monde. Exactement. Sur le papier, techniquement. C'est pas Kylie Jenner? C'est probablement Kylie Jenner, qui est, parce qu'elle est devenue milliardaire, je crois, à l'âge de 18 ou 19 ans, ou bien quelque chose comme ça. La plus rapide. Ouais, peut-être la plus rapide. Enfin, il y avait une histoire, mais on la comparait déjà à la prochaine Steve Jobs, etc. Elle avait une façon de communiquer qui était assez ressemblante. Mais la réalité, c'est que elle a créé une boîte sur une promesse très forte, tu vois, de pouvoir faire des analyses sanguines en 5-10 minutes, tu vois, grâce à une machine avec tu vois, le copywriting associé. Enfin, elle avait le patent pending dessus, tu vois. Mais la société se reposait sur rien. Et pourtant, elle a réussi à lever des milliards de dollars. Forbes a parlé d'elle, enfin des gros médias ont parlé d'elle, tu vois. Et forcément, lorsqu'on voit, si elle a pu lever X de millions, tu vois, forcément, ça veut dire que c'est sérieux. Alors d'autres investisseurs viennent. Tu vois, l'argent appelle l'argent. Ouais. Exactement. L'argent appelle l'argent, bien sûr. Et puis, dans le monde de la finance, ça fonctionne comme ça. Si tu as tel fonds qui est rentré au capital, tel fonds, lui va suivre, tu vois. C'est boule de neige, c'est comme ça, malheureusement. Et tu as plein de... Il ne faut pas croire que les financiers sont les gens les plus érudits et intelligents dans leur analyse d'opportunités. Ouais. Très souvent, une des raisons pour lesquelles, notamment lors de levée de fonds, tu as beaucoup de fonds qui décident de rentrer dans le truc ou pas. Tu as des fonds qui décident de rentrer si tel fonds est rentré avant, tu vois. Mais il n'y a pas forcément... Il ne faut pas croire que pendant 6 mois, tu as des mecs sur des bureaux qui vont passer leur temps à analyser le truc. Non, lui, il y est allé... Allez, on y va. Tu sais, c'est la chaîne de moutons, quoi. Tu vois, elle s'applique aussi à haut niveau dans la finance. Faut pas croire. Et tu vois, pour revenir à quelque chose de très simple, tu compares 2 restaurants.
Tu regardes la devanture, la terrasse qui est la plus remplie, souvent les gens vont avoir tendance à aller dans le restaurant. Combien de fois je me suis fait niquer à Paris par ce biais-là? Tu vois? C'est ouf, hein. Bah ouais, mais oui, mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Parce qu'on se dit que le restaurant où il n'y a personne, bah forcément il sera peut-être moins bon que l'autre, ou que l'expérience est moins agréable. Et que s'il y a beaucoup de monde, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'erreur avant nous de tester, qui ont testé avant, tu vois. Exactement. Exactement. C'est un biais, on ne pourra jamais l'enlever, c'est comme ça. Mais ça doit pas... En fait, ça dépend de l'échelle d'importance de ta décision. Si tu décides d'aller dans ce resto, bah, au pire, s'il n'est pas bon, bah, tu n'iras plus, tu vois. Mais si, je sais pas si c'est pour, je sais pas moi, acheter un bien immobilier ou prendre une décision qui a un impact relativement important sur ta vie, le fait que des gens suffisamment influents ou une masse de gens importante rejoignent l'opportunité, ce n'est pas uniquement gage de qualité, tu vois. C'est juste ça qu'il faut se dire. Ouais. Je pense que c'est important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, de vraiment donner de la trust, donner de la confiance très rapidement à quelqu'un, quitte à l'enlever plus rapidement après. Tu vois. Souvent, les gens qui vont avoir tendance à prendre du temps pour créer de la confiance et qui, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, finissent par faire confiance et qui peut-être se font baiser derrière, l'impact émotionnel, tu vois, c'est désastreux, tu vois, c'est destructeur. Tu vois, t'as pris des mois et des mois pour construire la trust, boum, au bout d'un moment, tu vois, tu t'es un peu ouvert, t'as commencé à donner de la trust, et là, derrière, tu te fais baiser. C'est une descente aux enfers, tu vois. Alors que quand tu fais confiance rapidement en partant du principe, bon, je laisse la porte ouverte au fait que je puisse me faire baiser, bah derrière, tu te fais tu fais, bon bah, tu vois, ça m'étonne qu'à moitié, tu vois. Ça m'étonne qu'à moitié. Et finalement, tu peux passer à autre chose plus rapidement. Donc, je pense que c'est aussi une façon de se protéger que de faire confiance rapidement. Alors après, confiance toujours, toujours, dans une notion raisonnable, tu vois. C'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu vois, et puis de foncer comme un gros bourrin. Je pense que la meilleure façon et la meilleure confiance dans laquelle avoir, c'est la confiance en soi et confiance au fait qu'on puisse faire quelque chose. Et je pense que si on a confiance au fait qu'on fasse les choses pour des bonnes raisons, tu vois, qu'on se dise, bon, bah voilà, je teste les choses, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais je sais qu'immanquablement, au bout d'un moment, ça va marcher, tu vois, et donc j'ai confiance au fait que je vais finir par prendre une bonne décision au bout d'un moment. Je pense que c'est le meilleur degré de confiance, et là, il faut mettre vraiment beaucoup d'attention, et il faut chérir ça, tu vois, de manière très concrète. C'est important. Ok, bah écoutez, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, mon Jo. C'était le top. Toujours. Hein, franchement, on a bien discuté. C'est aussi l'objectif de ces formats. C'est un petit peu plus intimiste, un peu plus introspectif. Et puis, étant donné pourquoi ces formats en fait ont vu le jour, c'est aussi la question à se poser. C'est parce qu'avec Jo, on vit ensemble quasiment tout le temps. Et puis, on aime bien discuter, on aime bien parler, on aime bien se bastonner aussi verbalement. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas en faire profiter les gens. La bagarre verbale à deux dans une maison, c'est bien, mais la bagarre verbale devant des milliers de personnes, c'est mieux. C'est pour ça qu'on s'est dit que ce type de format pouvait être intéressant à partager. Donc, c'est pour ça, les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission déjà, et dire si vous avez apprécié le format comme ça avec Jo et si vous voulez qu'on réitère l'expérience. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Hein, on remercie la commune. Voilà. On n'hésite pas à s'abonner, à liker les amis et à activer la petite cloche pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos. Puis moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.